Je vais me présenter à vous. Je suis Jean-Pierre Petit. Je suis retraité du CNRS. J'ai travaillé dans un certain nombre de domaines, la mécanique des fluides, les mathématiques, l'informatique, l'astrophysique, la cosmologie. J'ai publié une trentaine de livres et je me suis beaucoup intéressé au sujet OVNI. Peut-être avez-vous vu une émission récente sur Canal+, qui s'intitulait OVNI quand l'armée enquête. Une émission qui est très bien faite, avec des journalistes qui ont vraiment cherché à trouver des informations aux quatre coins du monde, comme ils le disent. Et il suffit de regarder, je dirais, ce document de Canal+, pour se rendre compte que c'est vraiment extrêmement important, une chose de genre. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait dans le monde? On ne connaît qu'un seul service officiel qui était le GEPAN, créé en 1977, qui est devenu après le CEPRA, qui est maintenant le GIPAN. Or, quels sont les enquêteurs? Ce sont les gendarmes. Ces rapports de gendarmerie qui sont constitués exactement comme des constats d'accident de voiture arrivent au CNES, et puis au CNES, parfois on les examine, ils n'en font rien, quoi. Il faut lancer des études scientifiques concrètes sur le sujet OVNI. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que le sujet OVNI, ça met en jeu les connaissances scientifiques les plus pointues que nous puissions avoir. Vous avez des engins qui passent à vitesse supersonique sans faire de manque. Ça pose un problème de mécanique des fluides. Si ce sont des visiteurs, comme le dit le général Litty, d'ailleurs dans le document de Canal+, ce brave général, il a créé une association de 1901, Cometa, et puis en 99, ils ont sorti une plaquette, et cette plaquette tient des positions extrêmement avancées. Vous y lisez textuellement que l'hypothèse extraterrestre, c'est la moins idiote. Et Letty a dit, moi je pense que, étant donné tout ce qu'on a maintenant comme documentation, comme témoignage, comme fait, ce sont des machines. Et ce sont des machines qui sont pilotées par des intelligences. Et comme dans les années 47 et autres, on ne savait pas faire de choses comme ça, la seule hypothèse possible, c'est qu'elles viennent d'ailleurs. Vous savez peut-être qu'en 1981, il y a eu une affaire qui est mondialement célèbre, qui est l'affaire de Trans-en-Provence. Je vais la résumer en quelques phrases. En 1981, un retraité italien, Renato Nicolai, voit une espèce d'objet de 3 mètres de diamètre se poser à quelques dizaines de mètres de lui dans son jardin et repartir. Et sa femme en parle à la voisine en parle à la femme d'un gendarme, et finalement le gendarme se pointe chez Nicolas en disant « Monsieur Nicolas, j'ai entendu parler d'une chose de ce genre, est-ce que vous pourriez m'en dire plus ?» Et le gendarme à ce moment-là a une idée complètement géniale, il recueille les végétaux avec leur support terreux. Et puis il y a aussi une deuxième chose qui est une chance fantastique, c'est que la veille, il y avait eu un orage terrible, beaucoup d'eau était tombée, donc cette terre est détrempée, ça va éviter à ces végétaux de dépérir. Et puis, modulo un circuit extrêmement filandreux, je crois que c'est 3 semaines après, ces échantillons végétaux arrivent sur la table d'un chercheur de l'INRA qui est décédé en 2005, Michel Bougnasse. Et Bougnasse est un type qui est, par hasard, extrêmement compétent pour faire des analyses de pigments biologiques dans les plantes. Et il fait ces analyses et il constate qu'il y a une altération très sensible avec une destruction des pigments à l'intérieur de la trace. Donc il redemande de nouvelles prises d'échantillons qui sont faites. Et à ce moment-là, il y a une évolution de ce traumatisme qui est parfaitement corrélée avec la distance. Et la corrélation est très importante. Donc, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à cet endroit-là. Et disons que, je me rappelle à l'époque, j'en avais discuté avec Bougnasse, qui me disait on ne saurait pas reproduire ce genre de phénomène artificiellement, avec un produit chimique ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de perlimpinpin magique qui permette de faire un truc comme ça. Il n'y a pas d'explication. Donc, on pourrait dire, je me rappelle à l'époque, il est mort maintenant, Aimé Michel m'avait dit, mais c'est le premier événement où on a réussi à avoir une donnée scientifique intéressante. Ces traces étaient non seulement de grande ampleur, mais elles étaient durables. C'est-à-dire que des mois après, la perturbation était encore présente. On n'était pas obligé de se précipiter dans les heures qui suivaient pour faire des mesures. Et Bougnasse a effectivement effectué un suivi de ce genre de choses. Donc moi, j'aurais été responsable du GEPAN à l'époque. J'aurais dit,
bon, la prochaine fois qu'il y a quelque chose comme ça, où il semble que ce soit intéressant d'intervenir, je préviens Bougnasse, je lui dis, allez sur place, faites votre boulot. Et ensuite, envoyez-moi votre note de frais. Et Bougnasse disait, la première chose à faire quand on va dans un truc comme ça, c'est de prélever les végétaux et de les mettre dans la neige carbonique à moins 80 degrés pour les conserver. Et puis après, on les analyse. Or, qu'est-ce qu'a fait le CNES? Il a envoyé des directives aux gendarmes en disant qu'il fallait que les végétaux soient conservés au froid et ils soient prélevés avec soin. Alors, un gendarme qui prélève des végétaux avec soin, il les coupe avec des ciseaux, il les met dans un petit sachet étanche avec du scotch et il les met dans le bac à légumes de la brigade. Et ça, si vous ne me croyez pas, allez sur le site du CNES et du GIPAN, vous trouverez l'affaire de la Marante. C'est exactement comme ça que ça s'est passé un an après. Dans un livre que Sillard et Pattenay ont publié il y a quelques mois, ils évoquent cette affaire d'Amarante et ils disent de toute manière après on ne pouvait plus rien faire parce que le témoin avait passé sa tondeuse à gazon. Or Bougnasse nous l'avait dit avec clarté, avec 1 centimètre de végétaux, moi je peux écrire une thèse. Donc le fait que les gens du CNES disent encore ça maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas compris. Ça veut dire que si quelque chose se produit de cette façon-là, ils ne sauront même pas qu'ils pourraient récupérer cette affaire. Il y a un an, voyant que cette situation était complètement gelée, nous avons créé avec quelques camarades une association qui s'appelle UFO Sciences. Et tout de suite, il y a un garçon qui s'appelle Jérôme Frasson, qui a 32 ans, qui a envisagé de faire des analyses de traces. Il s'est procuré la thèse de Bougnasse et il a commencé à travailler là-dessus de son propre chef, dans des conditions de travail que vous pouvez difficilement imaginer, sans place, sans moyens. Par exemple, quand on fait des analyses de végétaux, il faut faire un broyat, puis il faut le centrifuger. Eh bien, la centrifugeuse de Jérôme Frasson, c'était un sèche-salade. Donc, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas faire des analyses biologiques avec un sèche-salade. Donc, on a passé un appel à nos adhérents, à nos lecteurs, et depuis un an, pour la biologie, on a pu aligner quelque chose comme 3 000 € de matériel, quoi. C'est un début. Mais avec ça, allez voir sur le site du Faux Sciences, Frasson a fait des choses tout à fait extraordinaires. Deuxième volet, c'est la prise de spectre. Si vous avez un appareil de photo numérique ou si vous avez une caméra vidéo, eh bien, si vous filmez un ovni, on n'aura pas grand-chose d'autre qu'une petite tache qui se baladera, puis à ce moment-là, tout le monde dira « Oh, c'est bien étrange, etc. » Bon, ce qu'il faut, c'est mettre devant l'objectif un réseau, qui est une espèce de petite plaque plastique avec plein de petites rayures. Et il y a un an, Frasson me dit « Monsieur Petit, des réseaux, maintenant, on peut en acheter pour 10 € sur Internet. » Ah bon? Donc, à ce moment-là, le voilà qui commence à faire des expériences avec ces réseaux. Et si on avait actuellement dans le monde 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 réseaux, on aurait des spectres d'ovnis demain. Parce qu'il ne se passe pas de semaine sans que des gens m'écrivent « J'ai pris cette photo avant-hier d'un ovni qui était ceci, qui est cela. » Et à ce moment-là, avec Frasson, on se dit, mais bon sang, s'il avait eu un réseau, on aurait un spectre. Et si on avait un spectre, on pourrait faire des analyses qui nous permettraient de connaître la composition chimique, la température, plein de paramètres comme ça. Voilà une donnée scientifique. Ensuite, il y a 30 ans, j'avais développé des simulations et j'avais eu des idées sur des modes de propulsion avec ce qu'on appelle la MHD. Bon. Et c'est Julien Geffray, qui a 29 ans, qui m'a dit « Moi, je veux qu'on refasse des choses comme ça. » Supprimer les ondes de choc, au point de vue de la physique fondamentale, c'est une seconde mécanique des fluides. C'est formidable, rien que sur le plan fondamental. Ensuite, eh bien, ma foi, on mettra dans des souffleries supersoniques des objets qui, lorsqu'ils seront passifs, sont entourés par des ondes de choc très puissantes. Et lorsqu'on agira sur ces ondes de choc avec ces forces de la place, ces forces électromagnétiques, on les fera disparaître. Une soufflerie supersonique à 10 000 degrés qui marche pendant 100 microsecondes, elle a des tuyaux en plexiglas et c'est fait avec pas 3 bouts de ficelle, mais presque rien. Je veux dire, même actuellement, la chose suivante, c'est qu'on avait ce genre d'installation dans les années 60 en France. Et un Tektronix qui avait 1 MHz de bande passante, ça coûtait 4 millions de centimes il y a 40 ans.
C'est-à-dire que quand on avait 4 Tektronix, c'était une recherche lourde, quoi. Alors que maintenant, c'est vraiment des bricolos de prise unique, quoi. Donc on peut faire ce genre de choses. Mais il nous faut de la place. On n'a pas de local. On a un garage de 4 mètres carrés aux environs de Paris. Il nous faudrait 100 mètres carrés quelque part. On fait le pari que les gens nous aideront. On compte beaucoup sur nos résultats expérimentaux de MHD, parce que comme ils sont très spectaculaires, quand les gens verront ça, ils pourront même visiter le laboratoire, ils diront, bah, ça vaut peut-être le coup de donner 50 € à ces gens-là. Et s'il y a 1000 personnes qui donnent 50 €, ça commence à devenir quelque chose de formidable. Nous, on est aidés par des gens simples. Et ce qui est le plus touchant, c'est les gens qui nous envoient 5 €, quoi, parce qu'ils veulent participer. Alors, dans mon site, j'ai écrit soyons réalistes, envisageons l'impossible. Et c'est vrai qu'on est obligé de se remonter le moral de temps en temps, parce que cette entreprise de laboratoire de MHD, c'est vraiment de la folie furieuse. C'est imaginer qu'on puisse remonter tout ça, mais vous savez, en anglais, on emploie cette expression sortir le chat du sac. C'est plus facile de sortir un chat d'un sac que de le faire rentrer. Eh bien, c'est sûr que si on fait cette expérience et qu'on supprime une onde de choc, on aura sorti le chat du sac. Et ce sera... Après, on pourra démonter la machine, on aura fait le tour. On aura créé l'expérience conceptuelle qui pourra faire basculer les choses.